Bonjour à tous et à toutes les expressistes, j'espère que tout va bien pour vous et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui on revient avec le premier film de Lajli, alors son premier film en mode long métrage, puisqu'il a déjà effectué un court métrage duquel est inspiré donc ce long métrage qui a gagné donc un prix au Festival de Cannes et également qui est en lice pour les Oscars, en tout cas il va représenter la France aux Oscars. Alors dans cette partie avec spoiler, divulgachi, je vais vous faire part en fait un petit peu de mon interprétation de la fin et vous faire part de mon explication, voir un peu, comme ça on pourra même en débattre dans les commentaires, n'hésitez pas en tout cas, puisque j'y ai pas mal réfléchi, c'est vrai que ça a pas mal cogité en moi, et je me suis dit, bah tiens, on va en parler en tout cas. Comment j'interprète vraiment donc la fin? Pour moi, c'est vraiment le renversement, entre guillemets, du système par le prisme des enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui se retournent contre les adultes, qui les ont enfermés dans un système qui est bancal, un système qui est en équilibre précaire permanent. Et du coup, eux les enfants, ils voient ce système d'un œil neuf, d'un œil différent, d'un œil totalement au premier degré. Pour eux, ils voient quelque chose qui ne tient pas la route, et ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés par ce système, d'avoir été même trahis par lui, et d'avoir un système dans lequel ils ne se reconnaissent plus en fait. Et du coup, ils s'extraient de ce système par la violence, par quelque chose d'assez cathartique finalement, parce que ils s'expriment à travers elle, et à travers ce côté effectivement où il n'y aurait plus de règles, et où on fait finalement ce qu'on veut, ce qu'on a toujours souhaité faire, en s'en prenant donc aux agents de ce système. Parce que les agents, ils sont doubles. Et vous avez des agents effectivement des forces de l'ordre, de la BAC, mais vous avez également les agents à l'intérieur du système, qui sont quelque part presque des agents doubles finalement, puisqu'ils sont à l'intérieur des communautés, à l'intérieur de la cité, et en même temps ils travaillent quelque part en partenariat avec les agents de l'État, les agents de la société qui effectivement veillent au grain entre guillemets. Et du coup effectivement vous avez ce côté-là où vous allez avoir donc les enfants qui vont tenter de renverser les choses par leurs moyens, avec leurs faibles moyens, mais par un élément dont ne disposent pas forcément les autres, par leur solidarité, leur loyauté, parce que ce sont des gens, des enfants en fait qui effectivement ne font pas de différence entre eux. Et si on touche à l'un, on touche à tous. Et on l'a vu dans une scène qui préfigure cette scène finale, c'est la scène où effectivement le jeune Issa il va se prendre la flashball dans le visage. Dans cette scène, vous avez au départ tous les enfants qui, effectivement, s'en prennent aux policiers et qui sont très véhéments, très violents, qui leur lancent des projectiles, etc. Et dans cette scène, elle préfigure totalement ce qui va se passer à la fin. Parce que là, dans cette scène, vous avez effectivement le flashball qui fait que ça fait cesser totalement les invectives, etc. Et ça fait reculer ces jeunes qui vont se cacher. Parce que, effectivement, c'est un élément qui est déclencheur. Mais c'est un élément qui fait que, ensuite, la situation est en train de germer et va, effectivement, aller vers quelque chose de très tendu et de plus en plus dangereux, de plus en plus grave. Alors que c'est quelque chose qui, en plus, aurait pu être évité. Mais je reviendrai juste après sur les raisons pour lesquelles ça aurait pu être évité, juste après, vous allez voir. Et sinon, je parlais tout à l'heure également des références de ce film, et je trouvais qu'il y avait vraiment une parenté avec la Cité de Dieu. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la Cité de Dieu. Pour quelle raison? Parce que, effectivement, il y a la parenté, elle est pour moi assez évident, c'est-à-dire que on est confronté à une sorte de gang d'enfants finalement. Et c'est vrai que dans la Cité de Dieu, vous avez cet aspect-là. Il y a plusieurs aspects qui se retrouvent, notamment à travers le côté artistique, avec le gamin qui filme avec son drone. Dans la Cité de Dieu, on avait un gamin qui photographie les choses. Là, ici, vous avez également les gamins qui sont solidaires entre eux, qui s'occupent les uns des autres et qui sont, entre guillemets, bienveillants et loyaux les uns envers les autres, et prêts à tout. Parce que c'est le monde extérieur qui les a rejetés, c'est le monde extérieur qui les a abandonnés, et que eux-mêmes, effectivement, du coup, prennent les armes à la main pour s'en débarrasser, et pour s'en protéger, pour s'en défaire. Et c'est un peu, effectivement, le combat mené par les enfants de la Cité de Dieu, finalement. Et les enfants, vous savez, ils ont ce côté parfois total. Alors, ils ont effectivement cette innocence qui est en eux, puisqu'ils ne sont pas encore totalement pervertis, on va dire, par le monde, etc., par la société, mais effectivement, ils ont donc cette innocence, cette candeur qui est logique, qui est inhérente à l'enfance, mais il y a également cette part qui peut être parfois violente et perverse et totale, en fait, et ça, c'est quelque chose, on parle par exemple, je crois que c'est Freud qui parle de l'enfant comme pervers polymorphe, c'est-à-dire que, alors, je vais pas faire de la psychanalyse de balle parce que je m'y connais pas suffisamment, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a parfois, on le voit, notamment
dans certains films, certaines séries, etc., dans certains comportements parfois d'enfants. Je pensais moi par exemple à Piranha, un film qui est sorti je crois cette année ou l'année dernière, avec un gang d'enfants, etc., qui essaie de s'en sortir par ses moyens. Il y a également des épisodes de Walking Dead, je pense, où on va avoir des enfants qui sont dans ce monde post-apocalyptique et qui vont essayer de s'en sortir par leurs propres moyens et ne se faire confiance qu'entre eux. On sait effectivement par certaines expériences et aussi certaines affaires que les enfants parfois peuvent effectivement avoir des comportements extrêmement violents quand ils sont entre eux. Mais pas forcément entre eux-mêmes, mais vers l'extérieur en fait. Et c'est ça la nuance. Et du coup, c'est vrai que la différence majeure avec les adultes, en tout cas qui encadrent leur monde à eux, c'est que eux, ils sont dans quelque chose de premier degré en fait. Ils vont pas voir toutes ces nuances, ils vont pas voir que effectivement, il faut parfois savoir lâcher du lest, il faut savoir manier la chèvre et le chou, etc. Enfin bref. Mais eux, ils voient pas ça de la même façon. Ils voient simplement que leur pote a été défoncé, qu'il a été trahi, qu'il a été abandonné. Voilà. Et du coup, eux, ils sont prêts à faire les choses directement et même si c'est violent, voilà, tout simplement. D'ailleurs, on voit que celui qui devient le leader de cette fronde, c'est Issa, c'est le gamin qui effectivement a subi cet outrage, a subi cette violence physique. Et donc c'est une violence qui est physique mais qui est également métaphorique parce que c'est la violence du monde extérieur et des agents qui essaient de vous contrôler en fait. Donc c'est un peu ça, et c'est vrai que ces enfants-là, ils vont du coup utiliser la violence comme moyen de défense. D'ailleurs, on voit que la plupart d'entre eux portent un masque, à part Issa qui lui n'en a pas. Alors, de mémoire, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de masque, mais la plupart en tout cas ont un masque. Et c'est vrai que ça nous montre simplement que le groupe d'enfants est solidaire, le groupe d'enfants peut être n'importe qui finalement. Hein. Chaque membre peut être n'importe quel enfant exploité et abandonné par le système. Et il n'y a que Issa qui, lui, n'a pas de masque, parce que lui, c'est la victime reconnue, c'est une victime qui représente tous les autres enfants, finalement. Et c'est par lui, à travers lui, que s'exprime cette violence, parce que c'est lui à qui revient, finalement, les choix, les différents choix. Hein. Donc, que ce soit le début de l'attaque, c'est lui qui leur donne, mais également, je pense, la planification. On voit d'ailleurs dans ce plan, un plan qui est assez magnifique, où on le voit au milieu des détritus, et on le voit légèrement en contre-plongée avec la cité derrière lui, le bloc, etc. Et on le voit en larmes, etc. avec cette tuméfaction. Enfin, et c'est un plan qui est assez incroyable, qui est assez viscéral. Et on le voit en détresse, il pleure, etc. Et on le voit ruminer en fait. Et elles sont là déjà, les germes en fait, hein, de ce qui va se passer à ce moment-là. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, des choses auraient pu être effectuées pour que ça n'arrive pas. En fait, cette scène finale, même si à la fin c'est encore Issa qui a effectivement ce choix. Est-ce qu'il va finir par attaquer et essayer de tuer celui qui en plus était le flic le plus modéré, hein, en plus c'est ça l'ironie de la situation, d'autant qu'on voit que le personnage incarné par Damien Bonnard, on le voit, donc il est prêt à tirer s'il le faut, mais quand même il fait preuve de certaines sommations pour inviter son agresseur à lâcher les armes, à lâcher le cocktail Molotov, parce que s'il se prend le cocktail Molotov, honnêtement, voilà, ça peut être très très grave pour lui, brûler à je sais pas combien de degrés, voire en mourir, bon voilà, c'est possible. Et effectivement, le choix incombe à Issa, parce que est-ce qu'il croit encore à ce système, est-ce qu'il croit encore que effectivement il y a quelque chose à sauver en fait. Et là aussi, c'est un choix qui vient d'une main qui, normalement, au départ, est censée être innocente. Hein. Soit quand on parle de, par exemple, d'effectuer un tirage au sort, des choses comme ça, on va dire, oui, il faut une main innocente. Et c'est vrai qu'on pense à une main d'enfant, parce que c'est eux qui ont un regard innocent sur les choses. Et là, effectivement, cet acte fondateur de se prendre cette flashball dans le visage, ça a généré quelque part un monstre qui, lui, n'est plus innocent. Alors, je dis pas un monstre de façon négative, de façon péjorative, mais c'est un monstre dans le sens où c'est une aberration par rapport à son propre âge en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu pour finir sur la citation qui est à la fin du film, la citation donc de Victor Hugo, issue de son livre Les Misérables. La citation c'est « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni de mauvaises herbes, ni de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Et effectivement, on peut comprendre plein de choses à travers cette citation, qui normalement se réfère au livre, je vais y arriver, directement au livre, etc., où vous avez, par rapport à ces différentes factions là aussi qui s'opposent, etc., et
ici, dans le film, comment on peut comprendre cette citation? Tout d'abord, donc, mes amis. Hein. Mes amis, ça renvoie au spectateur. C'est une adresse directement au spectateur. C'est nous qui sommes les amis, et c'est nous qui avons ce recul sur la situation et qui voyons les événements et qui ne pouvons agir dessus. Donc, ici, Victor Hugo, il va nous dire, mes amis, retenez bien le message. Donc, il y a un côté un peu leçon de morale, finalement, et ce côté aussi, ça nous dit réfléchir, en fait. Parce que il y a une leçon de vie derrière, il y a des leçons à en tirer en fait, hein, tout simplement. Quant aux mauvaises herbes, elles renvoient aux deux camps en fait, hein, qui vont s'affronter, enfin les deux camps principaux on va dire. Donc le camp des forces de l'ordre et le camp des citoyens en fait, hein, qui essaient de s'en sortir, etc. Donc effectivement, ces deux camps qui sont pas diamétralement totalement opposés puisqu'ils sont convergents sur certains points, et également ces deux camps qui vont pas être totalement méchants ou totalement gentils. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants d'ailleurs dans ce film finalement, mais ça renvoie surtout aux choix qui sont effectués et des choix qui sont individuels. Parce que ça infère l'idée qu'on n'est pas fondamentalement mauvais. Mais en définitive, est-ce que ce choix existe réellement? On peut se poser la question. Et il n'y a que de mauvais cultivateurs tend également à montrer que peut-être les hommes, en définitive, sont ceux qu'en produisent les puissants. C'est-à-dire que dans cette interprétation, on pourrait penser que les mauvaises herbes éventuelles sont les êtres humains directement, donc les hommes, et les femmes d'ailleurs, et que les mauvais cultivateurs sont ceux qui dirigent ces mauvais hommes, ces mauvaises herbes, c'est-à-dire donc les pouvoirs politiques notamment, donc entre autres politiques, mais également les encadrants du système, etc. Mais notamment donc la volonté politique qui, elle, produirait tel un mauvais cultivateur de mauvaises herbes finalement. Et on le voit, la parenté là aussi elle est évidente avec la cité, puisque les banlieues effectivement, depuis les années 70, etc., les gens ont été parqués comme ça dans les banlieues, etc. Donc, alors, là aussi c'est une situation qui est très complexe, je vais pas détailler parce que je m'y connais pas suffisamment, donc je vais pas commencer à vous dire n'importe quoi, mais effectivement, il y a cet aspect où on reproche très souvent, en tout cas, aux volontés politiques d'avoir fait en sorte que cette situation elle arrive en fait, hein, tout simplement. Mais donc si on reste en tout cas sur l'idée du choix, et que les mauvaises herbes ce serait finalement les choix, eh bien à ce moment-là les choix sont individuels et ils incombent effectivement à chaque personne, puisque c'est vous et moi et tout le monde qui choisissons finalement d'effectuer nos actions, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc ça nie en quelque sorte une sorte de déterminisme social qui ferait que effectivement on est le fruit ou le produit de notre environnement, hein. Alors dans les grandes lignes, hein, c'est pas exactement ça, mais dans les grandes lignes. Et du coup, voilà, il y a cet aspect-là. Donc il y a une portée philosophique, une portée sociologique également de cette phrase, et c'est compliqué parce qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes, je pense. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que effectivement les choix qui ont été effectués effectivement auraient pu inverser la tendance et aurait pu éviter la fin qui est tragique, qui est terrible. Et là aussi, c'est des choix qui n'ont pas été effectués, en tout cas pas les bons. Et vous avez plusieurs éléments qui le montrent. Par exemple, le moment où effectivement on va chez Salah. D'ailleurs, le nom de son kebab m'a fait marrer parce que c'était Ali Boumaillé. C'était un encouragement pour Mohamed Ali dans son combat à Kinshasa. Donc du coup, c'était Ali Boumaillé. Donc c'était assez rigolo de voir Ali Boumaillé. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et c'est vrai que quand on le voit, donc Salah qui est, on va dire, le chef, entre guillemets, des musulmans qui sont présents dans la cité. Et c'est vrai qu'il décide finalement de donner la carte SD, enfin de rendre la carte SD avec les preuves compromettantes envers la BAC. Il décide de les rendre aux jeunes flics idéalistes. Et c'est vrai que ce choix est déterminant parce que c'est un choix qui aurait pu faire effectivement que la justice aurait pu être rendue en fait, tout simplement parce que l'IGPN, donc la police des polices, serait intervenue, etc. Enfin bref, voilà. Et donc les flics incriminés auraient été tout simplement soit licenciés, soit mis à pied, soit... Enfin bref, en tout cas il y aurait eu des mesures de rétorsion. Et donc la justice sociale et la justice même, on peut dire entre guillemets humaine, aurait été rendue. Or, ici, ça n'est pas le cas. Et il y a un deuxième élément également, c'est le moment où les deux flics vont se retrouver en fait à boire un verre. Donc on a Guada et Pento, donc ils vont se retrouver à boire un verre. Et c'est vrai que dans cette scène, il y a cette confrontation presque idéologique, mais cette compréhension mutuelle en même temps, et où on va voir que le personnage de Guada considère que finalement son acte n'était pas si grave parce que finalement, pour lui, alors si je traduis, hein, pour lui, l'enfant qui a été touché, c'est une petite crapule et finalement, c'est pas grave.
on s'en fout. Enfin, c'est un peu ce qui transpire de cette conversation. Et là aussi, donc quand on lui remet cette carte SD, il a encore le choix, il a encore la possibilité de dire, bah, je vais me livrer, je vais donner ses preuves à la police, etc. Enfin, en tout cas, en faire part à sa hiérarchie ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça n'est pas le cas. Et là, c'était un nouveau rappel que, effectivement, les choix ont une conséquence. Et rappelez-vous, pendant tout le film, les flics disent « Oui, les gremlins, les enfants, c'est que des gamins, c'est que des ceci, c'est que des cela ». Pendant tout le film, inconsciemment ou non, ils méprisent les enfants. Et ce sont finalement les enfants, et souvent dans beaucoup de films c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est la personne, ou en tout cas l'entité qui paraît la plus fragile, la plus faible, qui finit par se révolter, et là c'est bien le cas à la fin du film. Donc ces événements entraînent effectivement un effet boule de neige qui fait que à la fin, les enfants ils se révoltent, mais ça aurait pu être évité parce que ils ne croient plus en cette justice sociale, ni cette justice humaine. Et on aurait pu encore, je pense, les ramener vers cette justice en faisant les bons choix, c'est-à-dire des choix dictés par la morale, tout simplement. Mais une morale qui, effectivement, est sujette à controverse, on va dire, dans cette cité en tout cas. Et par rapport aussi à l'esprit des flics à l'intérieur de cette cité. Et donc l'enfant trahi, l'enfant abandonné, en définitive, il n'a pas d'autre choix que de se faire justice lui-même et de devenir, une mauvaise herbe. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, eh bien likez, commentez et partagez. Je compte sur votre soutien, c'est vraiment important. Je vous en remercie d'avance. Si vous voulez prolonger l'expérience banlieue, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le film de MHD, Mon Frère. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux, également de la chaîne. N'hésitez pas en tout cas. Je vous en remercie d'avance et je vous dis donc à très bientôt. Et surtout, allez voir des films et des séries. Et à très vite. Ciao les expressistes. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez trouvé cet avis utile et que vous en souhaitez d'autres, le pouce bleu en bas de la vidéo est fait pour cela. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous les expressistes et à bientôt pour un nouvel avis Ciné Express. J'y vais pas.